Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Europe, c'est d'elle que nous allons parler dans le grand dialogue de ce mardi. La raison en est bien simple. L'Europe a en effet célébré hier 9 mai sa journée un peu partout à travers le continent. Une occasion que nous avons voulu saisir pour nous pencher sur un certain nombre de questionnements relatifs à l'évolution de l'Europe, à ses relations de partenariat avec les pays africains comme le Mali. Le contexte dans lequel l'Europe a célébré sa journée cette année a-t-il eu une incidence sur l'événement? Quels sont les temps forts de cette célébration? Sous quel signe est-elle placée? Quelle appréciation peut-on faire de la phase actuelle du partenariat entre l'Union européenne et le Mali? À ces questions et à bien d'autres vont répondre nos invités au nombre de 2. Il s'agit d'André Beleki, conseiller politique à la délégation de l'Union européenne, et Cédric Merel, chef section infrastructure et à l'éducation à la délégation de l'Union européenne. Cette émission vous est présentée par Seydou Famba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc. C'est donc hier que l'Europe a célébré sa journée, une journée qui vise à rapprocher l'Europe de ses citoyens et ses peuples entre eux. Cette première question à nos invités, comment se porte l'Europe à ce jour? Nous posons la question en premier lieu à vous, André Beleki, conseiller politique à la délégation de l'Union européenne. Merci beaucoup pour cette question, merci pour cette invitation. Merci de saisir effectivement la célébration de la journée de l'Europe hier pour cette émission consacrée à l'Europe aujourd'hui. La question est diverse. L'Europe se porte économiquement mieux. La crise économique de la fin des années 2000, je pense, est derrière nous. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait beaucoup parlé d'un éclatement de l'euro, d'un défaut de paiement de la faillite de la Grèce, un de nos États membres. Je pense que tout ce débat sont désormais derrière nous. Et donc économiquement, effectivement, les choses vont mieux qu'il y a quelques années. Il y a d'autres questionnements qui sont importants sur l'Europe, qui est un processus en marche. Je tiens à rappeler que l'expérience européenne est quelque chose de nouveau. Personne d'entre nous ne sait très bien vers où nous allons. Et donc, effectivement, par exemple, un des enjeux importants des prochaines semaines sera le référendum en Grande-Bretagne sur donc le maintien ou pas de la qualité d'État membre de la Grande-Bretagne. Donc nous attendons tous cela avec impatience. Êtes-vous optimiste quant à l'issue de ces référendums? Je crois que oui. Je crois que le débat tel que en tout cas moi j'en ai connaissance en Grande-Bretagne semble, je dirais, démontrer effectivement tous les mérites et tous les avantages d'une participation maintenue de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Je crois qu'il y a beaucoup d'arguments qui sont faits et je pense qu'effectivement les électeurs choisiront sur base d'éléments rationnels et bien informés, et je crois qu'effectivement, en tout cas je l'espère, dans cette optique-là, ils s'exprimeront de manière favorable à rester parmi nous. Cédric Merel, vous êtes chef section infrastructure et à l'éducation à la délégation européenne. Vous, comment est-ce que vous appréciez l'état de santé de l'Europe d'aujourd'hui? Merci, bonjour également. Merci de me recevoir. Je suis content d'être avec vous pour cette journée particulière, effectivement, pour nous, au lendemain de la journée de l'Europe. Effectivement, je crois que mon collègue André a bien résumé la situation au niveau de la santé de l'Union européenne en général. Il reste un certain nombre de défis. Je pense que André était sur le point d'en parler un petit peu. On est tout à fait conscient des problèmes, par exemple, de la crise migratoire qui touche l'Europe aujourd'hui. On est tout à fait conscient que la réponse que l'Union européenne se doit d'apporter à cette situation est une réponse nouvelle, originale, qui fait face elle-même à de nombreuses difficultés, vu effectivement l'afflux qu'on n'arrive pas à maîtriser et la position des différents États membres de l'Europe qui mériteraient certainement d'être encore mieux harmonisés.
Alors, je crois que nous aurons l'occasion de revenir en profondeur sur ces différents aspects. À présent, la journée, l'édition 2017 donc, de la journée de l'Europe est placée sous le thème du vivre ensemble. C'est un choix dicté par l'actualité. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, André Beleki? Bon, je crois que le vivre ensemble est important, est un thème important de plus en plus dans le monde du XXIe siècle. On voit bien que les identités sont de plus en affirmées. On en parlait au niveau européen. On voit bien que les identités nationales, parfois régionales en Europe, s'affirment beaucoup, parfois malheureusement au détriment d'autres identités. Et on sait très bien qu'au Mali en particulier, c'est une question aussi essentielle à l'identité malienne, je dirais, le vivre ensemble. Et comme effectivement nous célébrerons dans quelques jours le premier anniversaire de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger, ça nous a paru être un thème qui nous réunissait, tant européens que maliens. Vous, maintenant, Cédric Merel, qu'est-ce que vous pensez du choix de ce thème, vivre ensemble? C'est un thème qui est pleinement d'actualité, en effet. C'est un thème qui nous préoccupe côté européen pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, d'accueillir au sein de l'Union européenne une vague d'étrangers sans précédent. Et donc, on va devoir apprendre à vivre ensemble dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. C'est une situation tout à fait parallèle qu'on peut trouver effectivement au Mali, où là, la différence, c'est que avec le processus, les accords de paix, l'accord de paix et de réconciliation, on réapprend à vivre ensemble entre gens du même pays. Donc, il y a un parallèle qui est intéressant, avec des différences, bien entendu. Nous allons revenir à la journée. Au programme donc de cette journée, il y a beaucoup d'activités, de festivités. Pouvez-vous nous en dévoiler quelques-unes, André Beleki? Bien sûr, donc je dirais, je commencerai peut-être par la plus symbolique. C'est celle que je dirais qu'organisent toutes les ambassades, et nous sommes, on pourrait dire, l'équivalent d'une ambassade européenne ici au Mali, c'est-à-dire que l'ambassadeur invite non seulement ses collègues ambassadeurs, bien sûr, c'est la coutume, mais aussi et surtout l'ensemble de nos partenaires maliens. Donc, c'est-à-dire toutes les institutions, toutes les personnes avec qui Cédric, moi-même, d'autres collègues de la délégation travaillent au quotidien. Nous invitons nos partenaires maliens pour célébrer avec nous cette journée de l'Europe. Ça, c'est, je dirais, l'élément le plus symbolique. Au-delà de ça, évidemment, nous avons cet après-midi également participé à un jeu concours radio diffusé à la radio cet après-midi. Et puis également, nous organiserons la semaine prochaine un débat un petit peu analogue au thème de l'émission de ce soir à l'université la semaine prochaine avec des étudiants, puisque il est important, je crois, de débattre de l'Europe, de la construction européenne, effectivement aussi des difficultés et des obstacles et des défis tels que nous en avons parlé tout à l'heure, avec la jeunesse de ce pays. Le Mali est un pays jeune, à peu près la moitié de la population a moins de 15 ans, et donc effectivement débattre des attentes de ces jeunes envers l'Europe, mais également peut-être essayer d'expliquer quelles sont les difficultés, quelles sont les perspectives, quelle est la réalité de l'Europe aujourd'hui, peut-être quelque chose qui peut être non seulement intéressant pour eux et pour nous, mais sans doute, en tout cas nous l'espérons, enrichissant pour nous aussi finalement étrangers, qui essayons de mieux comprendre le Mali et les Maliens, et notamment leurs attentes envers l'Union européenne, pour que notre coopération en profite encore mieux. Alors, Cédric Merel, c'est un programme assez riche et assez diversifié. C'est comme ça tous les ans? Oui, tous les ans, c'est pas le même programme tous les ans, mais effectivement, tous les ans, on essaye de proposer, et dans tous les pays, je dirais, puisque l'Union européenne est présente dans à peu près tous les pays, on cherche, soit sous la forme d'une journée de l'Europe, soit sous la forme même d'une semaine de l'Europe,
à promouvoir l'échange, promouvoir les valeurs européennes aussi d'une certaine façon. Certaines années, on cherche à faire, par exemple, un festival du cinéma européen. D'autres années, on cherche à présenter la position européenne sur des thématiques telles que l'environnement ou le genre. Chaque année est différente. Cette année est originale aussi. La journée de l'Europe est-elle exclusivement une affaire européenne, une fête européenne? À vous la question, André Beleki. Bon, je crois que c'est avant tout la fête de tous les Européens. Donc c'est pas seulement, je dirais, nous, évidemment, délégation de l'Union européenne, mais en collaboration aussi avec l'ensemble de nos États membres qui sont représentés ici au Mali. Il y en a 8 au total, mais également avec, je dirais, le reste de la famille européenne, qui est le bureau de l'aide humanitaire de la Commission européenne qui est présent. Justement, je voudrais savoir si c'est une fête qui intéresse au-delà des frontières européennes. Alors, c'est avant tout une fête où les Européens et l'ensemble des Européens ici au Mali célèbrent bien sûr cette journée, mais c'est avant tout aussi, parce que je crois que ça n'aurait pas de sens de s'auto-congratuler et de la fêter entre nous. C'est une fête évidemment où nous essayons d'impliquer et d'associer au maximum nos partenaires maliens. Comme je le disais, on habite au Mali, on vit dans les quartiers ici à Bamako. Nous travaillons tous les jours avec des collègues maliens et c'est le 9 mai est traditionnellement la journée où finalement nous prenons du recul, nous réfléchissons avec eux, nous parlons avec eux sur qu'est-ce qui s'est passé depuis un an dans notre collaboration, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a fait un petit peu moins bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et donc effectivement, c'est aussi la date où on essaye peut-être de prendre des bonnes résolutions amicales en disant, bien voilà, il faudrait qu'on se parle plus, il faudrait qu'on se voit plus, il faudrait qu'on progresse sur certains dossiers, etc. Donc c'est une journée, bien sûr, avant tout, c'est la fête des Européens, mais je pense aussi que c'est la fête de tous ceux qui se sentent proches de l'Europe d'une manière ou d'une autre, que ce soit des collègues de travail ou tout simplement par exemple aussi la diaspora qui habite en Europe. Donc c'est pas une fête, je veux dire, de par sa nature même, c'est pas une fête qui est refermée sur les Européens, mais au contraire c'est une fête qui est ouverte sur les Européens et ceux avec qui ils travaillent et parmi qui ils vivent au quotidien. Alors, Cédric Miral, on peut parler de moments de retrouvailles entre Européens et non-Européens, cette fête, c'est un peu cela? Oui. Bon, pour nous, c'est effectivement un moment un petit peu particulier puisque les États ont souvent une fête nationale. L'Union européenne n'est pas un État en tant que tel. Donc le 9 mai a été retenu en référence au discours de Schuman en 1950 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour effectivement rapprocher les positions françaises et allemandes et tous les Européens qui souhaitaient se joindre à ça. Donc pour nous, ce 9 mai correspond effectivement un petit peu à ce que serait la fête nationale pour les États. C'est un moment effectivement de retrouvailles à ce titre-là, de manière historique je dirais, mais c'est un moment aussi pour nous, et je crois que on l'a dit tout à l'heure, de nous rassembler avec les gens avec qui on travaille. On travaille particulièrement dans certains secteurs au Mali. On est très impliqué dans des secteurs comme les questions d'état de droit ou bien le développement rural, le secteur des transports ou bien celui de l'éducation. Et les collègues avec qui on travaille au quotidien sur ces problématiques-là se joignent à nous pendant cette journée-là, pendant cette soirée-là. Et puis, voilà, d'une manière beaucoup plus détendue que peut-être dans le cadre professionnel, on échange, on parle de travail, mais on parle aussi de choses plus personnelles. Et je pense que c'est un moment assez exceptionnel pour cette raison. Studio Tamani, 17h30, dans moins de 30 secondes, nous allons observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. L'Europe, c'est donc le thème de notre débat de ce mardi. C'est à la faveur donc d'une célébration, celle de la journée de l'Europe. C'était donc hier 9 mai. Nous avons assez parlé quand même des activités. À présent, cette question, que peut-on retenir comme fait particulièrement marquant en Europe du 9 mai 2015 au 9 mai 2016? À vous la question, André Beleki. Bon, je crois qu'effectivement,
disons, un enjeu qui était présent, mais qui n'était pas aussi dominant il y a un an, ou qui commençait seulement à peine à l'être, c'est effectivement, je crois, la dimension de ce qu'on appelle la crise migratoire. C'est-à-dire qu'effectivement, au cours de cette année, vers avril-mai de l'année dernière, des réfugiés de plus en plus nombreux ont commencé à affluer aux portes de l'Europe, et ça a continué jusque octobre, novembre, même décembre. Donc même quand il faisait extrêmement froid en Europe, ces gens fuyaient la guerre en Syrie ou en Irak ou en Afghanistan principalement. Et je dirais dans les premiers mois de cette année, je crois qu'effectivement l'Union européenne s'est ressaisie. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver un terrain d'entente entre tous les États, trouver une solution qui pourrait être d'un côté respecter bien sûr le droit de ces réfugiés à être accueillis puisqu'ils fuient la guerre, mais en même temps tenir compte, je dirais, des spécificités locales et nationales où effectivement certains pays accueillaient plus de réfugiés que d'autres, et il y avait un sentiment un petit peu d'injustice entre les différents États européens. Et je crois que là, effectivement, depuis quelques mois, nous avons réussi à trouver une solution qui est plus satisfaisante tant pour les réfugiés que pour l'ensemble des États européens. Donc c'est peut-être, je dirais, depuis le 9 mai 2015 et le 9 mai 2016, j'identifierais peut-être cette évolution d'abord d'une crise migratoire qui vraiment pose des défis sans précédent à l'entente au sein de l'Union européenne, et en même temps, je dirais ensuite, depuis quelques mois, une solution à ce défi. Et ça c'est certainement, je dirais, l'élément marquant des 12 mois derniers. Cédric Mirel, qu'est-ce que vous retenez ? Oui, merci. Je crois que effectivement, André a bien identifié la crise majeure qu'a traversée l'Europe et sa réaction, disons, depuis un an. On a tendance souvent à faire le lien entre le problème migratoire et le problème sécuritaire. Juste peut-être un mot sur la question sécuritaire, puisque c'est quelque chose qui a tristement touché aussi bien les Européens que les Maliens. Il y a eu des attaques, des attentats qui ont touché l'Europe. Il y a eu notamment pendant cette période-là, en particulier un attentat qui a touché Bamako. Il y a eu d'autres attaques dans le reste du pays. Je pense que la tristesse qu'ont ressenti les Maliens vis-à-vis de ces attaques, et la tristesse qu'ont ressenti les Européens vis-à-vis des attaques qui ont touché notamment la France et la Belgique, mais qui ont effectivement préoccupé tous les Européens en général, cette tristesse, c'est la même. Et je crois que c'est quelque chose que malheureusement, on a eu tendance peut-être à... de par la simultanéité temporelle, je dirais, à peut-être associer aux questions migratoires, alors que ce sont deux choses qui, effectivement, sont deux problèmes qu'on doit traiter de manière globale, certes, mais qui ne sont pas liés comme ça a parfois été le cas. Vous l'avez déjà évoqué, la sécurité, ou plutôt l'insécurité. Quand on évoque aujourd'hui l'insécurité, on pense particulièrement à certaines zones comme les pays du Sahel. Alors, comment est-ce que vous appréciez la situation aujourd'hui sur le terrain, André Belliquet ? Bon, je crois que la situation, en particulier au Mali, pour parler du pays dans la région que je connais le mieux, je crois que la situation est ambivalente. On a tous constaté effectivement quand même une certaine instabilité qui demeure dans l'extrême nord du pays. Je pense que la presse a fait état d'incidents aussi déjà depuis pas mal de mois dans le centre. Et puis nous avons tous, malheureusement, et je dis nous tous parce qu'effectivement même nous Européens et la délégation elle-même, nous avons été touchés par des incidents
situations d'insécurité très graves, en particulier ici à Bamako. Je rappellerai par exemple à ce titre que le 20 mars dernier, donc la mission européenne de formation et de conseil de l'armée au profit de l'armée malienne a été visée par une attaque terroriste. Heureusement qu'il n'a pas fait de victimes du côté européen, uniquement effectivement les assaillants ont été les victimes de cette attaque. Mais je crois que l'on constate effectivement que les choses vont beaucoup mieux que pendant la crise, mais que évidemment le retour à une sécurité sur l'ensemble du territoire va prendre du temps et nécessiter beaucoup d'efforts qui sont encore devant nous. L'Union européenne est là pour appuyer les efforts, alors du Mali bien sûr avant tout, hein, je parlais de la mission EUTM au profit de l'armée, il y a aussi la mission ECAP qui elle forme et conseille la police, la gendarmerie et la garde nationale. Ce sont des interventions européennes dont peu de pays à travers le monde bénéficient. Je ne sais pas si nos auditeurs en sont conscients, mais le Mali en ce moment est le seul pays en Afrique à bénéficier de 2 missions de ce type-là, donc une au profit de l'armée et une au profit de la police, de la gendarmerie. Mais évidemment aussi, l'Union européenne et ses États membres collaborent de manière très étroite avec Barkhane, bien sûr, puisque c'est une opération française, qui est donc évidemment un État membre important, mais aussi avec tous les efforts que peut faire la MINUSMA pour lutter contre toute forme de violence, en particulier dans les zones où elle est déployée. Donc, nous sommes, je crois, là en appui aux différents efforts, puisqu'il est aussi dans l'intérêt européen que la violence au Mali cesse et qu'effectivement le chemin vers le développement puisse se faire, puisque comme beaucoup d'entre nous le disent souvent, il n'y aura pas de développement véritable s'il n'y a pas une certaine sécurité qui est rétablie. Et malheureusement, on constate que dans certaines régions du Mali, pour le moment, cette sécurité fait encore défaut. Cédric Mirel, vous, quelle appréciation faites-vous de l'évolution de la situation sécuritaire au Mali ? Moi, je pourrais vous donner peut-être l'exemple que je connais un petit peu mieux, qui est celui de la route Nyono-Tombouctou, qui est financée par l'Union européenne. Les marchés de travaux avaient été attribués en 2010, donc on n'a toujours pas réussi à finir les travaux. Il y a eu de nombreuses interruptions. La première interruption a commencé en 2012 au moment de la crise. C'est seulement en 2014 que les travaux ont pu reprendre, partiellement seulement, entre et Gundam, Diré et jusqu'à Tombouctou. On espère effectivement que les choses vont se stabiliser. Il y a eu une nouvelle interruption des travaux en 2015 qui a duré pendant presque 6 mois de l'année. Bon, il y a eu en janvier 2015 des attaques du côté de Nampala, puis effectivement une insécurité qui s'est propagée, je dirais, sur tout l'axe depuis la forêt d'Ouagadou jusqu'à Tombouctou, en gros. Hein. Et donc, effectivement, il a été assez difficile pendant cette période de pouvoir poursuivre les travaux de construction d'une route bitumée qui relierait Bamako à Tombouctou de manière continue. La situation s'est tout de même un petit peu tassée quand même, grâce notamment, on a cité effectivement un certain nombre d'acteurs. Je voudrais juste peut-être citer également les forces armées maliennes qui jouent un rôle très important dans la sécurisation des sites, qui ont perdu beaucoup d'hommes. À chaque fois qu'il y a une attaque, il y a des militaires qui sont tués, que ce soit à Léré, que ce soit à Gundam, que ce soit en direction de Tombouctou, là récemment à Charan. C'est vraiment dramatique comme situation, mais je crois que tous les acteurs qui veulent cette route, tous les bénéficiaires, qu'ils habitent à Bamako, qu'ils habitent à Tombouctou, qu'ils habitent à Gundam ou à Niafunké, voient que la route est en train de se matérialiser et voient une amélioration effectivement du point de vue sécuritaire dans une certaine mesure. Et puis bientôt, on aura les fruits de tout ça, espérons.
Alors, nous avons évoqué l'ITM, nous avons évoqué le CAP. Alors, la coopération militaire, quand même, est entrée, il semble, dans une phase nouvelle entre les Européens et le Mali. L'accent semble être mis sur la formation des militaires avec les différents programmes que nous venons de citer d'ailleurs. Alors, sait-on déjà, est-ce qu'il y a un impact de ces programmes sur le terrain? Je m'adresse à vous, André Beleski. Écoutez, merci. Moi, je crois qu'effectivement, certes, c'est vrai. Bien sûr, il y a une coopération importante en matière de sécurité. À la demande des autorités maliennes, l'Union européenne, effectivement, a renforcé cette coopération de manière significative. C'est vrai. Néanmoins, nous continuons, je dirais, tout ce que nous avons toujours fait en tant qu'Union européenne, nous continuons à le faire. Cédric a cité quelques domaines, d'autres domaines d'intervention que nous continuons à faire. Nous continuons à aider le Mali à lutter contre la faim. Nous continuons effectivement à financer, par exemple, la construction de routes. Je rappellerai que l'Union européenne, historiquement, depuis 40 ans, a financé plus de 4000 km de routes goudronnées au Mali et continue à le faire. Donc nous continuons à faire toute une série de choses ou d'activités ou d'actions que nous avons déjà entrepris par le passé, que nous faisions toujours. Et effectivement maintenant, vu que la demande du gouvernement du Mali est également d'étendre cette coopération que nous avons sur le domaine de sécurité, c'est ce que nous faisons. Et dans les contacts que nous pouvons avoir, tout semble indiquer effectivement que d'ici nous continuerons d'ici quelques années, puisque ce besoin a été identifié par le gouvernement. Et donc, bien évidemment, l'Union européenne partage certaines de ces préoccupations et est prête à appuyer les efforts du gouvernement pour moderniser, professionnaliser tant l'armée que la police et la gendarmerie. Alors, est-ce qu'il y a des résultats sur le terrain ? Je pense que Cédric en a cité l'un ou l'autre, notamment effectivement les vaillants militaires qui sécurisent les travaux de cette route, en particulier du côté de Goundam et de Tombouctou. Beaucoup d'entre eux, effectivement, ont bénéficié des formations de ITM. Il y en a d'autres, effectivement, qui par exemple, je crois que certains progrès dans les enquêtes en matière de terrorisme ont été également... alors, est-ce que c'est uniquement grâce à ECAP ? Je ne sais pas. Mais disons, je pense qu'effectivement, les formations qu'ECAP a pu dispenser en matière de police judiciaire, en matière de techniques d'enquête, en matière d'exploitation de preuves, etc., ont peut-être, je l'espère en tout cas, contribué aux spectaculaires résultats dont on a tous été témoins, je crois, il y a à peu près 2 semaines, avec ces arrestations qui ont été faites. Donc je crois que nous avons quelques éléments déjà de satisfaction, nous, Européens en tout cas, mais je crois que c'est avant tout, évidemment, à nos partenaires maliens de nous dire s'ils sont contents ou pas des appuis que nous leur fournissons. Cédric Mirel, avez-vous l'impression qu'avec ces différentes séances de formation, les militaires maliens sont de mieux en mieux formés, aguerris ? Oui, je pense que c'est un constat qui est partagé également par l'armée malienne elle-même. Je pense pas, disons, aller contre leur perception en disant ça. Effectivement, un certain nombre de bataillons ont été formés depuis 2 ans, je crois. Ces bataillons ont été affectés pour certains pour la sécurisation du chantier de la route de Tombouctou dont on parlait juste avant. Et effectivement, en termes de réaction de l'armée, en termes de manière plus générale d'intervention, de renseignement, etc., il y a véritablement une réponse qui est beaucoup plus efficace qu'elle l'était peut-être dans le passé.
Alors, je crois que nous allons revenir à vous, André Beleki. Je crois que vous avez envie de réagir. Merci. Oui, peut-être juste pour citer quelques chiffres, pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi nous parlons. Effectivement, donc il y a eu au total depuis 2013, il y a eu 8 bataillons qui ont été formés par le UTM, et donc c'est à peu près 7000 hommes. Alors, les 6 premiers bataillons, c'était uniquement des militaires, mais les 2 derniers bataillons, c'était également des forces mixtes, donc également des éléments de la garde nationale ou de la gendarmerie qui ont bénéficié de ces forces. Donc 7000 hommes, c'est quand même conséquent. ECAP, qui est présent depuis moins longtemps, qui a seulement fêté, je dirais, son premier anniversaire en janvier, a déjà formé 700 policiers et gendarmes et gardes nationaux. Donc bon, on commence à voir que les volumes de bénéficiaires sont assez importants. Et donc, je l'espère effectivement que les résultats sont visibles sur le terrain, parce que c'est évidemment l'objectif premier, c'est que la population malienne s'aperçoit aussi que ces forces de sécurité et défense sont plus professionnelles, sont plus modernes. Je pense que ça, c'est l'essentiel du message que je voulais faire passer par rapport à notre soutien et notre coopération en matière de sécurité. La suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, Un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. L'Europe, le sujet donc de notre débat de ce soir. Nous en parlons avec 2 invités, André Beleki, conseiller technique, conseiller politique à la délégation de l'Union européenne, et Cédric Mirel, chef section infrastructure et éducation à la même délégation. Nous avons parlé de la situation sécuritaire, nous avons parlé des efforts en cours pour que l'armée malienne soit mieux formée. Alors, on a dit on est en train de former des militaires. À présent, cette question, une armée, c'est vrai, c'est tout d'abord des hommes bien formés, mais c'est aussi des armes, des équipements performants. Alors, l'Europe envisage-t-elle de faire quelque chose pour mieux armer les FAMA? À vous, la question, André Beleki. Alors effectivement, on relie souvent 3 éléments. La formation que nous faisons déjà, le conseil que nous faisons déjà, donc effectivement le conseil comment gérer finalement une armée ou une police moderne, donc ça nous faisons déjà. L'équipement, c'est quelque chose qui est plus compliqué, puisque ça dépend vraiment, je dirais, de la souveraineté des États. Cédric le disait tout à l'heure, l'Union européenne n'est pas vraiment un État, n'est pas tout à fait une organisation internationale non plus, mais nous n'avons pas la compétence en tant que telle, pour le moment en tout cas, de fournir des équipements, en particulier des équipements militaires. Maintenant, effectivement, ce que nous pouvons faire, et nous l'avons déjà fait, c'est de fournir certains équipements qui ne sont pas au sens strict militaire. Nous avons fourni, par exemple, en 2013, pour accompagner le redéploiement de l'État, nous avons fourni à la gendarmerie, la police, 170 véhicules 4x4 pour qu'effectivement ils puissent se redéployer le plus rapidement possible dans les zones libérées. Ce que nous faisons aussi, par exemple, c'est que nous avons mis à disposition de l'aviation civile malienne un petit avion qui contribue à la sécurisation de l'aéroport de Modibo Keïta à Sénou. Donc il y a des choses que nous faisons déjà, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'état actuel des choses, ça va peut-être changer prochainement, parce que effectivement, cette question que vous posez, c'est une question qui nous est posée aussi et que nous posons nous-mêmes. Donc les choses vont peut-être évoluer, mais dans l'état actuel des choses, effectivement, l'Union européenne, légalement, juridiquement, ne peut pas acheter par exemple de chars et les mettre à disposition du Mali ou de n'importe quel autre pays d'ailleurs. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Cédric Mirel, par rapport quand même à l'équipement de l'armée malienne? La formation, oui, mais il faut aussi qu'elle soit équipée, l'armée malienne, mieux équipée, disons. Disons que, à mon avis, sur les questions qui nous intéressent, par exemple, je reviens sur cet exemple de la sécurisation de la route, parce que c'est, je pense, un exemple intéressant. Effectivement, l'armée malienne, comme toutes les armées, ont des missions de protection des populations, etc. Cette mission de sécurisation de la route est une mission un petit peu particulière, il faut bien le reconnaître. Je crois que
En termes d'équipement, la question n'est pas véritablement centrale. Les adversaires, ceux qui cherchent à empêcher cette construction de la route ou qui cherchent à perturber, ne sont pas des gens qui seront équipés de chars, par exemple, comme disait André. On parle plutôt d'embuscades, d'attaques sporadiques, et c'est effectivement malheureusement des choses qui sont en général des échanges de tirs, d'armes de poing, etc. On ne parle pas véritablement d'un arsenal militaire extrêmement sophistiqué pour défendre quelque chose comme un chantier. Par contre, effectivement, tout ce qui est de la dimension stratégique, du déploiement, du renseignement, c'est beaucoup plus sensible, beaucoup plus utile souvent pour identifier, pour prévenir le danger, plutôt que de réagir dans un cas d'embuscade, par exemple, où on se retrouve souvent avec des victimes de chaque côté, et c'est bien dommage. Nous allons aborder à présent le dernier volet. Nous allons parler migration. Vous le savez, autant que moi, beaucoup de jeunes Africains ont perdu la vie courant 2015-2016 en tentant de traverser la Méditerranée. Donc, les victimes se comptent par milliers. L'Europe s'est montrée bien préoccupée en initiant un sommet. Avec du recul, peut-on dire que ce sommet n'a pas été un sommet de plus, André Beleki? Oui, je crois effectivement que le sommet qui a eu lieu en novembre de l'année dernière à Malte était une première. Était une première puisqu'il a réuni près de 40 chefs d'État, tant européens qu'africains, au sujet justement de la migration et en particulier des jeunes Africains qui se jettent sur les routes de la migration avec tous les dangers que l'on connaît. Donc effectivement, c'était déjà le geste était important, de montrer qu'au plus haut niveau de tous nos États, disons, ce drame n'est pas vécu de manière indifférente. Pourquoi, je pense, ce n'était pas un sommet sans lendemain? Pourquoi c'est un sommet particulier? Parce que lors de ce sommet, les chefs d'État ont approuvé des actions, ont approuvé des choses très concrètes qui seront mises en œuvre à la suite de ce sommet. Donc, souvent, vous savez, on reproche au sommet de juste faire des déclarations et d'ensuite les oublier aussitôt. Je pense qu'ici, c'est différent puisque les chefs d'État se sont mis d'accord sur toute une série de choses qui seront mises en œuvre très rapidement. Deux exemples, puisque effectivement, comme c'était en novembre, nous sommes déjà en mai, il y a des choses qui se sont réalisées depuis. Je prendrai l'exemple du Mali en particulier, où des projets spécifiques liés alors tant à la migration qu'à la stabilisation du Mali et du Sahel ont déjà été approuvés par ce qu'on appelle un comité opérationnel. En tout cas, l'Union européenne s'est engagée à financer des projets notamment créateurs d'emplois dans une zone importante de l'Épar que l'on connaît, qui est dans la région de Bafoussam, dans la région de Caille. Donc là, effectivement, il y aura des efforts qui seront faits pour créer de l'emploi, notamment dans le cadre de la filière anacarde, donc de production de la noix de cajou. Mais également, par exemple, un autre projet qui a été approuvé est un projet de collaboration avec la diaspora. Donc on sait que évidemment la diaspora malienne est importante en Europe, en particulier en France et en Espagne. Mais là, il y a beaucoup de richesses au sens financier, bien sûr, mais aussi au sens humain, pour parler de migration aux jeunes, de ses avantages, mais aussi de ses inconvénients, de ses risques, pour que ceux qui éventuellement décideraient malgré tout de partir, le fassent quand même en connaissance de cause. Et troisième projet qui a déjà été approuvé, et donc qui commencera à être mis en œuvre dès juillet, donc je vous parle vraiment, vous voyez, 6 mois, c'est très rapide pour identifier des projets et pour les mettre en œuvre. C'est un projet qui permettra en particulier dans les 5 régions du Nord de bénéficier de petits projets. Donc c'est ce qu'on appelle, disons en langage technique, des dividendes de la paix. C'est-à-dire que les populations dans le Nord pourront, grâce à ces petites réalisations,
on parle de la réfection d'un marché, on parle de la construction d'un petit barrage, on parle de l'aménagement de quelques champs ou peut-être d'un centre pour soigner le bétail, verront que, en tout cas c'est l'objectif du projet, verront que grâce à la paix et grâce à l'accord de paix, les choses dans leur vie quotidienne s'améliorent. Et ce qui évidemment aussi aura un impact probablement sur la migration. Donc il y a eu, bien sûr, comme toujours, comme lors de chaque sommet, donc à Malte en novembre, il y a eu une déclaration, mais il y a eu surtout un plan d'action. Et ce plan d'action a déjà commencé à être mis en œuvre. Donc je crois que, au contraire, ce sommet n'était pas un sommet comme les autres. Cédric Comérel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce sommet? Est-ce que c'est un sommet qui était annoncé comme porteur d'espoir? Vous pensez qu'il aura un impact réel sur le terrain? Oui, je pense que effectivement, comme l'a dit André, c'est pas seulement une déclaration politique, c'est quelque chose qui donne lieu à des financements conséquents en faveur effectivement des zones d'émigration. C'est quelque chose qui aboutit sur des propositions concrètes et donc, je ne vais pas reprendre les exemples qui ont déjà été donnés. Je crois qu'ils sont très intéressants, ils sont variés, ils donnent une bonne idée. Je voudrais peut-être juste insister sur le caractère très complémentaire de ces actions liées au sommet de la Valette, donc, dont on a parlé à l'instant, avec les actions de plus long terme que finance l'Union européenne et d'autres partenaires d'ailleurs, en partenariat avec le gouvernement du Mali dans différents secteurs. Par exemple, le secteur de l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, clairement, en cherchant à renforcer le système éducatif sur l'ensemble du territoire national, on apporte des raisons aux parents de garder leurs enfants dans les régions et pas... On cherche à éviter non seulement l'émigration vers l'Europe, puisque c'est effectivement le problème qui a déclenché effectivement ce sommet, mais on cherche aussi, dans la mesure du possible, à éviter l'exode rural. On cherche à améliorer les conditions au plus près des gens. Donc, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, avec des programmes européens conséquents en faveur d'un certain nombre de régions, par l'adduction d'eau potable, mais aussi par les systèmes d'assainissement. On cherche à aider l'approvisionnement en énergie, favoriser la sécurité alimentaire. Tous ces projets-là viennent s'imbriquer pour justement aider les gens à se fixer dans les régions qui sont des régions d'émigration. André Pelletier. Oui, je voudrais renforcer ce que vient de dire Cédric. Je crois que tout le monde est conscient, tant du côté africain que du côté européen, que la seule et unique solution définitive qui éviterait effectivement les drames que vous avez évoqués, et que la pauvreté soit vaincue, notamment au Mali. Et donc effectivement, je dirais le sommet à Malte était une occasion, je crois, de redoubler d'efforts pour lutter contre la pauvreté et ajouter des actions supplémentaires à tout ce qui est déjà fait, pour que effectivement le Mali se développe, pour que les gens vivent mieux et pour qu'effectivement beaucoup de jeunes ne soient pas, je dirais presque, ou se sentent contraints en tout cas, ou se sentent obligés à choisir les voies de l'exil ô combien périlleux. Cette dernière question, très rapidement, l'Europe et les pays de départ comme le Mali travaillent-ils suffisamment ensemble en amont pour tenter d'atténuer l'ampleur de l'immigration clandestine? Alors je crois qu'effectivement nous avons eu il y a 2 semaines la visite du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas qui préside l'Union européenne à cette période, et donc effectivement c'est une nouvelle dimension. On a parlé de la coopération en matière de sécurité, on a parlé de la coopération en matière d'infrastructure,
sûr, il y a d'autres domaines. Je crois que le domaine de la migration, à partir de maintenant, sera un domaine de coopération important entre le Mali et l'Europe, afin effectivement, comme je le disais, de trouver des solutions qui seront tant satisfaisantes pour l'Union européenne, mais aussi pour le Mali. Voilà, c'est sur ces propos que s'achève donc votre émission, le grand dialogue de ce mardi. Je rappelle que le sujet du jour était l'Union européenne qui vient donc de fêter sa fête, la journée donc de l'Europe. Alors, comme invité, nous avons reçu André Beleki, qui est donc conseiller politique à la délégation de l'Union européenne, et Cédric Merel, chef section infrastructure et éducation à la délégation européenne. Mise en onde, nous direz, régie vidéo Gagné Kanti, réalisation Ousmane Djadja Touré, présentation Seydou Fomba. On vous retrouve donc demain pour un autre sujet. À demain donc. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.